Alors, je me permets de présenter les trois membres de cette troisième séance. À ma gauche, Mabula Soumaroro, docteur en civilisation du monde anglophone et maîtresse de conférences à l'université de Tours. Sa recherche porte sur la diaspora africaine du monde atlantique. Depuis 2012, Mabula Soumaroro est fondatrice et co-organisatrice du festival Black History Month Africana, une célébration de l'histoire et des cultures des mondes noirs. À côté de Mabula, nous avons Myriam Kotias, historienne et directrice de recherche au CNRS, ancienne présidence du comité pourquoi c'est deux fois marqué, du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2013 à 2016. Et enfin, à côté de Myriam, nous avons ma collègue ici à l'Institut, Elsa Dorlin, Professor of Social and Political Philosophy at the University of Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, en France. Spécialiste dans la philosophie de Michel Foucault, la recherche de Elsa Dorlin focalise aussi sur l'épistémologie féministe noire et sur la phénoménologie fanonienne. Voilà nos trois présentatrices. Join me in welcoming them. Thank you for the franglais. Oui, je vous avais promis un petit message de personnes qui n'ont pas pu être ici. Donc il y a un message effectivement d'Edwidge Danticat, qui a que quelques petits mots à dire. Félicitations, ma très chère Maryse. Tu mérites ce prix, ainsi que tous les autres. Je suis réellement et tellement contente pour toi. Et voilà. Edwidge. Peut-être l'ordre du programme, c'est Myriam et puis Elsa et puis Mabula. D'accord. D'accord. Bon, alors je me lève. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier Madeleine et puis Kayema pour avoir organisé cet après-midi en l'honneur de Maryse. Et c'est émouvant. Chère Maryse, à l'annonce de ce prix Nobel de littérature alternatif, le premier sentiment que j'ai éprouvé, comme tant d'autres, a été celui du soulagement, grave et joyeux. Enfin, une reconnaissance à la hauteur de ton œuvre d'écriture, de tes idées et de tes engagements. Forcément, ce Nobel ne pouvait être qu'alternatif, tant tu nous as appris la sincérité hors les normes, comme on le dit en créole, « Mettez jouné pas aïen, c'est la prière qui toute ». Traduit mot pour mot en français, le proverbe dit bien autre chose. Se mettre à genoux, ce n'est pas grave, c'est la prière qui est la plus importante. Mais là encore, c'est l'utilisation de la métaphore ou du déplacement du propos qui permet d'exprimer de tes idées majeures, parmi lesquelles je retiendrai celles sur l'esclavage et sur l'identité, sur l'engagement, des éléments qui marquent ton œuvre. Ces idées ouvrent la voie, pour reprendre le titre du film d'Amandine Gay. La voie, VOIE, comme le chemin pour les générations plus jeunes, la voie VOIX pour dire sans relâche, alerter et dénoncer. Travaillant quotidiennement sur la question de l'esclavage, du fait de mon métier, c'est le premier sujet que je souhaiterais évoquer cet après-midi. En 2010, nous avions organisé, Madeleine Doby et moi-même, une rencontre avec toi dans le cadre du séminaire conjoint EHESS Columbia in Paris pour discuter du rapport entre littérature et histoire. Vaste question que tu avais très facilement réglée en nous disant que, je cite, « La littérature, ce n'est pas l'histoire », que l'écrivain se tient très loin de la vérité historique, car un roman qui collerait à la réalité le plus possible serait ennuyeux.
L'histoire étant factuelle, lourde, disais-tu, et j'ai repris mes notes, seule la médiation de l'esthétique permettait de traduire le réel de l'esclavage, comme tu l'avais fait pour Tituba, sorcière de Salem, plus que pour ses goûts d'ailleurs. Quelle condamnation des historiens! Je soupire de désespoir. Et quelle opposition radicale entre nos deux sphères, histoire et littérature, alors que nous, les historiens, vous aimons tellement, vous, les écrivains, écrivaines, et que nous avons tant de choses à nous dire. Et que le dialogue est noué, y compris par toi-même d'ailleurs. Puis-je te convaincre que la méthode historique et ses questionnements ont changé, notamment parce que les concepts produits par des universitaires avec valeur épistémique ont été remis en question dans une confrontation avec les expériences et les mémoires portées par les acteurs. Je donnerai quelques changements, ainsi dans la façon de faire de l'histoire de l'esclavage, des changements qui ont entraîné une remise en question du continuum épistémologique. Premièrement, en ne se concentrant pas sur le système de l'esclavage, mais en recherchant des individus mis en esclavage. Cela a entraîné un changement sémantique en langue française, et il faut le dire, le processus a déjà eu lieu aux États-Unis, donc un changement sémantique majeur qui consiste à ne plus utiliser le terme d'esclave pour parler des individus mis en esclavage, mais d'utiliser le terme d'esclavisé pour marquer la distance, la disjonction entre un statut civil et l'expérience de servitude et de violence, pour marquer l'agency, la compétence du sujet esclave et sa subjectivité. C'est une multitude de situations qui est ainsi dévoilée, une multitude de relations entre maîtres et esclavisés, entre esclavisés eux-mêmes, une multitude de reconfigurations des relations esclavagistes en relations de dépendance, de positionnement de genre, de déplacement physique dans l'espace transatlantique et dans l'océan Indien. Une multitude, enfin, de destins individuels dans un espace de coercition et de violence qui sont retrouvés grâce à de nouvelles analyses portées sur les archives, notamment les archives judiciaires, tout en tenant compte des hiérarchies des pouvoirs. C'est donc une multitude de définitions individuelles qui construisent aussi des identités nomades. Car, je te cite, « L'identité est d'abord et avant tout une histoire personnelle, une histoire singulière. » Cela me convient tout à fait, cette définition. Cela me convient tout à fait en tant que chercheur et en tant que personne dont la moitié de mon histoire familiale du côté de ma mère est enracinée en Martinique depuis fort longtemps, à Sainte-Lucie aussi et en Guyane, mais où la multitude des origines est prise en charge. Même si, je souligne en forme de clin d'œil, que mes grandes-tantes et ma grand-mère ont répondu à une cousine qui avait fait l'arbre généalogique et avait trouvé 2 ancêtres anciennes esclaves, mais vraiment, on trouve n'importe quoi dans les archives. Je referme cette mention en rappelant ce que Maryse dit elle-même, l'identité doit être ouverte au monde et non pas close sur un territoire. Ouvrir la voie, VOIE, ouvrir la voie, VOIX, disais-je en début de mon propos, par ton engagement, et c'est mon deuxième point. Le 10 mai 2001 est votée en dernière lecture la loi dite loi Taubira, déclarant l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité, et je salue chaleureusement Christiane Taubira présente dans la salle. Cette loi, entre autres dispositions, prévoyait la constitution du comité pour la mémoire de l'esclavage, dont tu seras la première présidente. Françoise Vergès, que je salue également, sera la 2e présidente. Et il va se trouver que par des méandres de l'histoire encore inexpliqués à ce jour, j'aurai l'honneur de vous succéder. La position était sans doute inconfortable, mais c'était un moment de maturité d'une institution fragile au sein de l'État français. Certainement, car comme le dénonçait Robert Badinter, une loi votée à l'unanimité ne signifie pas qu'elle est acceptée à l'unanimité. Il a permis de voir, par exemple, ce moment 2013-2016
de voir que pour le prix de thèse, que notre comité a nommé le prix Marie Scondé pour une année, nous avons pu constater avec Maboula, qui était membre de ce comité également, l'augmentation du nombre de thèses portant sur l'esclavage et le post-esclavage. Et je dois souligner que c'est un champ qui est très actif dans le champ universitaire français et qui doit continuer à être soutenu. Dans cette charge passionnante, ne retenons que ce qui ouvre vers le futur. L'élaboration du concours La Flamme de l'égalité par le ministère de l'Éducation nationale. J'ai besoin de... Excusez-moi. Donc le concours La Flamme de l'égalité, qui a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Outre-mer, sur initiative du Comité national de la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Un concours qui s'adresse à tous les écoliers de France en leur proposant de créer un support écrit, chanté, filmé, joué autour sur l'esclavage et les esclaves. À ce jour, donc en cette année 2019, 229 dossiers ont été déposés, marquant une progression significative par rapport aux années précédentes. Retenons également la proposition d'une fondation pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui est en train de s'élaborer et que l'on espère comme institution exigeante et diverse et plurielle à l'image du monde dans lequel il doit s'inscrire. Quelques éléments récents pourraient nous inviter à un certain pessimisme sur l'identité, sur le politique également, mais je propose de garder la voix de Maryse, la volonté de bousculer les frontières qu'elle affirme et qu'elle a affirmées tout au long de sa vie. Grâce à Maryse, on sait qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut s'engager toujours pour ses idées. Honneur et respect, Maryse. Passage de relais. Donc un immense merci à Kayama, Madeleine et Lorraine pour cet événement extraordinaire et l'honneur qui m'est fait de parler devant Marie Scondé. Moi, Tituba, sorcière. En travaillant comme philosophe dans les archives de l'esclavage, Tituba m'a accompagnée depuis presque 20 ans maintenant. Je l'ai lu et relu encore et encore. Et le choc de Tituba était en référence et à la mesure de tous ces livres d'histoire et bien sûr tous ces livres de philosophie qui étaient muets, ignorants et qui produisaient de l'ignorance sur ce qui allait devenir mon sujet de recherche. Je suis entrée dans l'œuvre de Marie Scondé par là, par Tituba. Je ne savais pas encore ce que je cherchais dans cette œuvre, parce que je ne savais pas encore ce que je cherchais dans les archives, je ne savais pas encore qui je cherchais, mais j'avais des intuitions, des sensations. La force de ce texte, dont il est palpable qu'il est le fruit d'immenses recherches historiques, est une autre archive, ouvrant une autre généalogie de l'histoire de l'esclavage, des femmes esclaves. Celles-là même qui n'ont pas d'archives que suppliciées, condamnées, violées. Il y a 1000 thèses possibles à partir de Tituba, à partir de ce roman. J'y ai trouvé 1000 échos devenus des chapitres de ma propre thèse, de mon livre. Et même si ce livre ne portait pas sur la Barbade, mais sur la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. J'y ai trouvé la maladie de Pian. Je travaillais sur la médecine esclavagiste, dont nul ne parlait. Les aiguilles plantées par les femmes esclaves dans le crâne de leurs nouveau-nés pour les libérer de l'enfer, les infanticides. J'y ai trouvé les langues avalées, les tentatives de suicide, encore et encore répétées pour échapper à l'habitation. J'y ai trouvé les remèdes et les plantes, cette médecine des esclaves criminalisée par le pouvoir plantocratique et qui était à la fois objet de crainte, un savoir du remède, c'est aussi un savoir du poison, mais aussi un objet de fascination qui a fait l'objet d'une véritable prédation épistémologique de la part des Blancs. Il fallait que les esclaves donnent tout aux Blancs, y compris leurs savoirs vitaux.
Il y a la fiction, et la fiction est plus forte que l'archive. La fiction est plus forte que l'archive des vainqueurs. C'est une mémoire des vaincus. Ou plutôt, c'est une autre généalogie de la vie qui ne se soumet pas. La fiction, moi, Tituba, sorcière, rend de toute évidence plus réelle, plus vive, les récits archivistiques, les traces mémorielles, mais ce n'est pas seulement une question de style. C'est une question politique. Moi, Tituba, sorcière, est une arme. Un roman qui nous arme pour plonger dans la chronique de l'enfer et pour épuiser ce qui n'y était pas censé, ce que nul n'était censé nous révéler. Tituba est une figure historique oubliée. Mieux encore, Tituba est une figure historiographique de combat qui rend audible, visible, ce qui est recouvert et tu par l'archive des dominants. Comme philosophe, parfois historienne, je suis devenue Tituba. Je me suis armée avec Tituba. Devenir Tituba. Tout au long de mon apprentissage, j'ai appris à voir avec elle, à écouter, à sentir, à toucher. Et c'est à l'émergence d'un autre monde auquel on assiste avec Tituba. La Barbade. La Barbade, c'est une représentation métonymique. Je lis Maryse Condé dans Tituba, page 270. Et puis, il y a mon île. Je me confonds avec elle. Pas un de ces sentiers que je n'ai parcourus. Pas un de ces ruisseaux dans lesquels je ne me sois baignée. Pas un de ces mapous sur les branches duquel je ne me sois balancée. Cette constante et extraordinaire symbiose me venge de ma longue solitude dans les déserts d'Amérique. Vaste terre, cruelle, où les esprits n'enfantent que le mal. Bientôt, ils se couvriront le visage de cagoule pour mieux nous supplicier. Ils boucleront sur nos enfants la lourde porte des ghettos. Ils nous disputeront tous les droits et le sang répondra au sang. La Barbade, c'est donc une représentation métonymique d'une cosmogonie, d'un univers, d'un monde vécu de liberté, depuis lequel nous devons nous élever, depuis lequel surtout nous devons nous tenir pour penser, pour lire l'archive. Ce qui subsiste, demeure, résiste contre l'archive coloniale, qui est figurée ici par les terres d'Amérique. Aller chercher les résistances vitales, le monde vécu de Tituba, fait de lait, de sang, de cris et de rage, de désir aussi, et de soins, de liens et d'apprentissage, d'adresse permanente à la vie. Tu souffriras, lui dit Mame Yaya, mais tu survivras. Il y a de nombreuses adresses à la vie dans Tituba. La vie, Tituba l'interpelle, la moleste, la supplie parfois. Mais elle survivra. Pourtant, Tituba est pendue. Comme sa mère avant elle, qui s'est défendue contre son violeur de maître. Mais Tituba n'est pas morte. Tituba ne meurt pas. Elle est incarnée dans la rumeur qui nous vient du monde des luttes esclaves permanentes, constantes, et qui rythme cet univers auquel justement les historiens, en tout cas beaucoup d'historiens, n'ont pas eu accès du fait de leur indifférence, du fait de leur impuissance à devenir Tituba, celle qui voit l'invisible, celle qui entend derrière le silence de la nuit le tumulte des préparatifs de l'insurrection. Empoisonnement, incendie des habitations, soulèvement, marronnage. Mais Maryse Condé a ce génie de la non-mystification de la résistance que nous, contemporains, contemporaines, pouvons parfois avoir et tendance à nourrir, parce que les figures de résistance, nous en avons besoin. Nous avons besoin de gloire, nous avons besoin de héros pour penser notre histoire. Alors le marronnage dans Tituba, l'insurrection incendiaire, sont comme remis à plat. Ils ne prennent pas trop de place non plus. Ils demeurent des actes, des logiques complexes, incertaines, impures. Et puis en miroir, il y a la sorcellerie. Il y a les vies des femmes qui n'en finissent pas de résister pour prendre soin de la vie elle-même. J'ai relu tant de fois, moi, Tituba, sorcière. Chaque fois, j'y ai trouvé des forces, des puissances différentes. Chaque fois, j'y ai appris la fragilité, la complexité. Chaque fois, j'y ai appris le courage. Chaque fois, j'y ai repris mon souffle. L'archive est devenue pour moi une matière qu'il s'agit de transfigurer parce qu'elle est la seule qui reste mêlée. Certes, elle est mêlée à la mémoire de l'espace
qui garde les traces des temps passés, parfois ensevelis, les terres, les traces, les ruines des bâtiments, les objets, les sépultures aussi, qui sont sous nos pieds et qui sont encore ensevelis. Cette mémoire de l'archive, elle est aussi mêlée à la mémoire des corps, à la mémoire des contemporains, des chants, des gestes. Mais l'archive, parfois, nous en avons besoin. C'est ce qui nous lie à nos fantômes, à ceux qui ne sont pas morts, comme dit Tituba, tant qu'ils ne sont pas morts dans nos cœurs. Grâce à Tituba, les archives, à mes yeux, à mes oreilles, dans mes mains, ont fait entendre leur boucan, comme disait Lydie tout à l'heure, en référence au discours de Maryse Condé. Un boucan. Tituba m'a accompagnée, m'a obsédée même. Je voulais savoir, moi aussi, je voulais excaver le lien, le fil ténu, le chemin qui me rattache à ma propre histoire. Celui qui pouvait raviver la mémoire familiale, une mémoire familiale auquel mes propres parents n'avaient pas accès. Alors dans cette furie, j'ai trouvé, après des années, celle que je voulais retrouver au fond. J'ai ranimé, j'ai ramené à la vie Isabelle. Notice de l'abolition, 1848, Guyane. Habitation Beauregard. Recensement. Isabelle, origine Afrique. Âge 40 ans. Nombre d'enfants 6. Femme de Gabriel Dorlin. J'ai retrouvé Isabelle, la mère du grand-père de mon grand-père. C'est par la lignée paternelle que je l'ai retrouvée. Parce que seuls les hommes avaient encore des traces dans les archives de l'état civil. En tout cas, palpable, et c'est le fil que j'ai suivi. Son fils, le grand-père de mon grand-père, avait 1 an au moment de l'abolition. Il est né esclave. Isabelle, je me souviens de toi. Moi, Tituba, Isabelle. Notre mémoire sera envahie de sang. Nos souvenirs flotteront à sa surface comme des nénuphars. Merci. Bonjour. Bonjour. Je fais ma Maryse. Je vais parler en français aujourd'hui, parce que je vais faire encore une fois ma Maryse, qui avait déclaré en 2004, lors d'un colloque qui était également un hommage, mais cette fois au travail mené par Geneviève et Michel Fabre en études afro-américaines et de la diaspora africaine à Paris. Maryse, en conférence plénière, à l'ouverture du colloque, avait dit « Je vais parler en français parce que nous sommes en France et que nous sommes à Paris, et que si nous devons traiter sérieusement de la question de la diaspora, il est grand temps pas de remplacer, mais de compléter la langue anglaise par d'autres langues qui ont existé, enfin qui existent, et qui sont parlées au sein de la diaspora. » Ces moments sont si précieux, donc je tiens à chaleureusement remercier Kayama Glover et Madeleine Doby pour cette invitation. Je suis très contente de voir autant de monde réuni. Je remercie comme d'habitude Lauren Wolf pour l'accueil qui est toujours fait à Reed Hall, Columbia University Global Centers in Paris. En 1970, l'écrivaine afro-américaine Toni Morrison faisait une entrée fracassante sur la scène littéraire avec la publication de son premier roman, The Bluest Eye, traduit en français sous le titre « L'œil le plus bleu ». Le roman raconte l'histoire d'une petite fille noire nommée Pecola Breedlove, victime d'un inceste paternel et qui prie chaque soir pour enfin obtenir des yeux bleus. Ceci la rendrait belle et cela mettrait un terme à toutes ses souffrances. Dans ce roman, l'équation entre peau noire et yeux bleus met en lumière l'impossibilité de la quête de Pecola et la souffrance qui en découle. Pecola a bien compris le fonctionnement extrêmement racialisé et raciste des divers espaces dans lesquels elle évolue. Qu'il s'agisse de son foyer brisé et dysfonctionnel ou du monde extérieur, c'est-à-dire la société états-unienne d'après-guerre au sein de laquelle le noir est défavorablement hiérarchisé, le noir est inférieur dans son statut social, politique, mais il l'est également dans son corps. Il est donc laid.
son infériorité donc politique, sociale et esthétique. Aesthetics matters. Nul répit en perspective pour la petite Pécola. En effet, elle ne trouvera ni sécurité, ni valorisation, que ce soit chez elle ou en dehors de chez elle. Les yeux bleus, objets de désir inaccessibles, sont les attributs du blanc. L'impossibilité de la réalisation de ce désir génère une insondable souffrance. Les désirer, les attendre, les espérer, en vain, mèneront Pécola Breedlove à la folie. En 2010, Marie Scondé publie « En attendant la montée des eaux ». Chez cet auteur également issu des Amériques, de la Guadeloupe, il est également question d'yeux bleus. Ce sont ceux mystérieux, inattendus, choquants et excluants de Tekla Minerve, la mère de Babacar Traoré, le personnage principal du roman. En attendant la montée des eaux raconte l'histoire d'un Traoré de Ségou, ville du Mali et objet de l'opus magnum de Condé, un Traoré de Ségou donc, naviguant le triangle transatlantique en ce début de 21e siècle. Du Mali au Canada, d'Eburnéa, pays fictif situé sur le continent africain, en passant par la Guadeloupe et Haïti, Babacar Traoré, médecin obstétricien, sillonne la diaspora africaine et y croise le reste du monde, aidant partout les femmes à donner la vie, tout en croisant régulièrement la mort. Tekla, la mère prématurément décédée de Babacar Traoré, lui apparaît régulièrement dans son sommeil. Mère et fils conversent abondamment sur toute une série de sujets ayant trait à la vie et aux décisions prises par ce fils unique, amoureux de sa mère. Mère à la fois présente et littéralement fantôme, Tekla Minerve a une particularité. C'est une femme noire, originaire de la Guadeloupe, dont les yeux sont bleus. Une partie du roman, 7 pages durant, explique au lecteur que nous sommes les raisons de cette anomalie. En ce faisant, en explorant la généalogie des Minerves guadeloupéens, c'est une interprétation de la diaspora africaine qui prend forme. L'histoire de la dispersion africaine originelle est narrée à travers l'histoire de la destinée, des pérégrinations et hauts faits de l'aïeul Wangara, qui tout au long de sa vie refusa le nom de Joseph, son nom de servitude. Petit de taille, mais grand par la bravoure reconnue, Wangara avait échoué en Guadeloupe à la suite d'une razzia dont il avait été victime sur sa terre d'origine, située sur la côte des esclaves, en Afrique. C'est au cours du passage du milieu que, je cite, « Wangara pleura, pleura, pleura. Il pleura tellement que ses prunelles changèrent de couleur comme un linge dont la teinte ne résiste pas aux lessives. Ainsi, de brunes, elles virèrent au bleu. On ne s'aperçut pas tout de suite de cette métamorphose, car le malheureux Wangara restait prostré de douleur à fond de cale du négrier Christ roi. Mais au 5e jour sur la mer, les marins le forcèrent à monter sur le pont pour ôter sa vermine en l'inondant de seaux d'eau. Dans la lumière du plein soleil, ils se rendirent compte du changement. Cela les amusa considérablement. Un nègre aux yeux bleus, ô miracle ! Fin de citation. Dans ce passage, comme chez Morrison, ce qui est mis au centre est l'association entre corps noir et yeux bleus, corps noir et yeux bleus, ce qui est présenté ici comme une incongruité, une surprise, un miracle. Mais une fois encore, les yeux bleus du corps noir de Wangara puisent leur source dans les pleurs et la souffrance. En effet, depuis le bateau négrier à bord duquel il se trouve et qui entreprend, je cite, la traversée qui va du bonheur de l'Afrique à l'enfer des Caraïbes, fin de citation, Wangara pleure 5 jours durant l'arrachement à son pays natal et la mort de ses parents dont la gorge fut tranchée lors de sa capture. Cependant, si chez Morrison, le désir des yeux bleus est la source de la souffrance, chez Condé, le fait de les posséder est la cause de bien des ennuis. En effet, le capitaine du bateau négrier suppute immédiatement le profit qu'il pourra tirer de la vente de cet esclave africain anomalie. De plus, du fait de la métamorphose de ses yeux, un statut particulier est octroyé à Wangara par ses compagnons d'infortune. N'apparaissant plus alors comme un vulgaire mortel à leurs yeux, les compagnons d'infortune de Wangara le sollicitent car ils le croient capable de lire le passé, le présent et déchiffrer l'invisible.
Loin de se satisfaire et de jouir pleinement de cette situation, Ouangara s'irrite plutôt de ne plus pouvoir exprimer son chagrin en paix. Le chagrin causé par la perte des siens, le chagrin d'avoir été violemment arraché à sa terre d'origine. Ouangara, l'esclave africain aux yeux bleus, n'est pas devenu plus beau. Il est vrai qu'il est devenu plus respecté, ainsi que davantage désiré et sollicité. Mais ce statut lui a valu la solitude et la suspicion. Parce qu'ils sont indissociables des yeux bleus qui seront transmis de génération en génération à la descendance de Ouangara, ceux qui devinrent la famille Minerve à l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe semblent voués à la souffrance de cette double affliction, solitude et suspicion. Deux mots pourtant masqués par la beauté et la symbolique que revêt la couleur bleue des yeux lorsque ceux-ci se retrouvent sur les corps racialisés des populations noires des Amériques. C'est peut-être pour cette raison que Babacar Traoré, fils de Ségou, malgré sa filiation à moitié caraïbe, n'a pas hérité des yeux de sa mère. Des yeux qui, eux, ne sont pas bleus. Dans ses yeux, pardon, qui, eux, ne sont pas bleus, apparaît son ancrage africain, Ségou. C'est également peut-être pour cette raison qu'Anaïs, l'enfant que Babacar a adopté, peut, elle, recevoir le cadeau ou la malédiction de Tekla Minerve, sa grand-mère, les yeux bleus. En effet, les parents biologiques d'Anaïs sont originaires d'Haïti. Haïti où la négritude, née de la diaspora, se mit debout la première fois. Or, quel lieu autre qu'Haïti symboliserait mieux une souffrance si violente, un déracinement si total, une résistance si miraculeuse que des yeux bleus puissent y devenir bleus et des blancs nègres, tous unis dans une humanité pleine et entière, momentanément retrouvée. Merci Maryse pour cette littérature. Bon, comme à chaque fois, je vous invite à poser des questions, à faire des commentaires, engager davantage nos présentatrices. Eh bien, comme à chaque fois, j'insiste. Et c'est moi qui poserai la première question, peut-être la question. Bon, étant donné qu'on n'a rien organisé au niveau thématique pour ces différents regroupements des panels, j'ai été frappée par le fait que chacune d'entre vous a évoqué cet espace transatlantique et la manière dont l'œuvre de Maryse oblige une certaine confrontation sociale et personnelle avec les Amériques. Et je me demandais, ou je voulais vous demander, en fait, ce que vous pensez pourrait être et ou bien a été la valeur ou l'utilité de mobiliser un regard condéen, transatlantique de cette manière ici en France. Je pense que je vais commencer. La question est importante. Mobiliser ce regard transatlantique, mobiliser cette navigation incessante du triangle dans lequel se jette Maryse dans sa littérature, c'est-à-dire les Amériques, mais aussi le continent africain, et ce va-et-vient incessant. C'est, à mes yeux, ce qui caractérise sa littérature, le mouvement, le dynamisme. Et je pense que Maryse n'est pas assez connue en France métropolitaine. Et qu'on a tendance, depuis cette France continentale, cette France métropolitaine, cette France hexagonale, je préfère dire, on a tendance à envisager cette histoire transatlantique, cette histoire afro-diasporique, uniquement à travers le prisme des États-Unis, notamment. Et donc, c'est comme s'il nous manquait un imaginaire qui serait ancré dans l'histoire française, dans cette histoire française qui fait partie d'une histoire mondiale, mais qui est une histoire française. Donc je pense que la France hexagonale a tout à perdre à méconnaître Maryse, puisque nous avons nos propres sources, nous avons nos propres historiens, écrivains, enfin, comme vous voulez. Moi, je pense qu'on peut que les deux. Et Maryse, malgré tout ce que vous pouvez dire, votre œuvre est pétrie
d'histoire. C'est pas, je veux dire, ça... Enfin, voilà. C'est de la littérature, c'est également de l'histoire. C'est extrêmement fouillé, recherché, sourcé. Donc, je pense que la France hexagonale pourrait bénéficier, enfin, aurait tout à gagner à reconnaître les producteurs et les productrices de ce travail en langue française qui devraient circuler davantage. Et il est dommage d'avoir tous ces intellectuels, ces artistes, ces professeurs, puisque Maryse a été enseignante, de les voir s'exiler notamment aux États-Unis. Voilà, de les voir s'exiler aux États-Unis. Il faudrait enseigner toutes les thèses qui ont été mentionnées par Myriam Cotillas, par exemple, qui peuvent parfois manquer de directeurs de recherche. Il faudrait plus de directeurs de recherche spécialistes, éminents spécialistes de la question. Françoise Vergès est dans la salle et elle sait ce que je pense de son non-inclusion dans l'université française. Donc voilà, moi je trouve que cet engagement et cette navigation permanente qu'on trouve dans l'œuvre de Maryse, je pense à C'est l'Anière coupée. C'est l'Anière qui met en œuvre une vengeance transatlantique poussée par la souffrance. Elle traverse, comme ça, elle navigue ce continent, oui, en suivant des objectifs qui peuvent être contestés, mais en tout cas, c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est comme un trésor méconnu. C'est comme un trésor méconnu. C'est très dommage. Question. Non, ce n'est pas une question, c'est juste pour appuyer ce que vient de dire cette dame-là. La première fois que j'ai entendu parler du prix alternatif attribué à Marie, c'est un article de Nancy Morejon de Cuba qu'il a écrit le lendemain et qu'on m'a envoyé. Nancy Morejon. Donc vous verrez l'article écrit qu'elle a écrit en hommage à Marie. J'étais étonné que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Voilà. Et je soutiens le fait que je l'ai appris par une écrivaine cubaine. Moi, j'aurais peut-être souhaité ajouter quelque chose qui concerne aussi la façon de cataloguer les écrivains, on va dire, de l'outre-mer, des outre-mer, sous la bannière de la francophonie. Et ça, je pense que c'est quand même un des problèmes principaux qu'ont ces auteurs, parce que la francophonie redéfinit un sous-ensemble, et sous-ensemble, je le dis vraiment en pesant les mots, qui justement assoit cette extériorisation et cette mise à distance de ces écrivains, et qui empêche en fait de les penser dans un ensemble qui peut être celui de l'Hexagone, bien évidemment, mais qui est aussi celui d'une littérature mondiale qui n'a certainement pas besoin d'étiquettes et qui ne devrait pas en avoir. Et on retrouve la question des frontières qui est posée par Maryse, qui est une question qui est vraiment fondamentale. Enfin, on voit actuellement comment ça obère la vie du politique, comment ça pèse sur la question des migrants que vous avez évoqué, et qui cloisonne le monde. Et je pense que c'est un de nos combats, si vous me permettez de le dire. Ok, je pense... Ah non, super, tenez. Oui, quelque part, je pense que le chant francophone n'est pas non plus dénué de sens, parce que ça recouvre aussi énormément de richesses qui sont complètement sous le tapis. Donc, je pense que le gros problème, c'est justement un cadre d'ouverture qui manque dans ce pays, et que Maryse Condé, elle est une des pionnières, parce que elle s'est revendiquée aussi, et elle c'est un écrivain politique,
qui s'est revendiqué aussi de l'indépendance, de l'émancipation, de beaucoup de choses que, bon, on n'arrive pas à intégrer. Donc, quelque part, votre question, elle est à double sens, où on se situe. Donc, moi, je ne vois pas ça de façon négative, mais simplement, c'est un manque d'ouverture. Je crois que c'est un aveuglement qui perdra la France, d'une certaine façon. Non, finalement, oui, je veux bien rajouter un truc. Non, je pense que ça pose aussi la question des politiques du savoir et même de l'engagement, en fait, pour l'université, de ce qu'on considère comme un savoir canonique ou pas, et qu'est-ce qu'on fait rentrer dans un savoir canonique. Pour la question, par exemple, de saisir une histoire des femmes esclaves, passer par l'œuvre de Maryse Condé, effectivement, quand une bibliothèque sur l'histoire de l'esclavage, quand elle était, en tout cas il y a quelques années, était complètement, effectivement, ignorante, en fait, d'un certain nombre de problématiques qui pouvaient être développées dans l'œuvre de Maryse Condé. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi si on se place, donc ça c'est pour la France justement hexagonale, et avec vraiment la dimension de qu'est-ce qui est dans le savoir et qu'est-ce qui en est exclu, et en termes de questions, en termes de thématiques, en termes de chantiers de recherche. Mais si on se place du côté de l'université Antilles-Guyane, aussi, quels sont les départements? Est-ce qu'on développe aussi les départements en littérature, en recherche culturelle, en histoire, etc. Qu'est-ce qu'on promeut aussi en termes de politique et de financement concret sur ces questions et sur ces œuvres? Et du coup, il faut passer par le truchement des États-Unis. Moi, c'est pas aux États-Unis que j'ai découvert l'œuvre de Maryse Condé, évidemment. C'est une histoire familiale. Mais c'est aux États-Unis que j'ai découvert que je pouvais citer l'œuvre de Maryse Condé et penser avec cette bibliothèque-là. Parce que c'était, voilà, c'est cette question de légitimité et d'autorisation. Donc mais c'est vraiment ces trois lieux entre la France hexagonale, Antilles, Guyane et aux États-Unis, où finalement c'est là où Maryse Condé a fait sa carrière aussi d'enseignante et a formé des personnes. Tu veux rajouter quelque chose, Maboula? Ah, l'embarras du choix. Juste peut-être en attendant que le micro circule, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Elsa. Dans mon cas, moi, c'est aux États-Unis que j'ai lu Maryse. Je n'en avais jamais entendu parler, comme je n'avais jamais entendu parler d'Édouard Glissant. Et c'est aux États-Unis qu'ils enseignaient et que je les ai rencontrés et qui sont devenus mes professeurs. Et justement, à la première rencontre de Maryse, elle m'a donné un ordre directement en me disant « Tu es Soumahoro, il faut que tu lises Ségou ». Et je n'avais jamais entendu parler de Ségou, alors que c'est ce qui aurait pu devenir peut-être mon lien plus intime, comme le lien plus intime que tu viens de nous présenter. Donc voilà, ça s'est passé à New York il y a 20 ans maintenant. Et ce sont vraiment des auteurs que je n'avais jamais lus, j'étais déjà à l'université à l'époque, j'avais déjà fait quelques années à l'université. Évidemment, je faisais des études d'anglais. Mais la question des frontières se pose encore, puisque de toute façon, les études anglophones peuvent avoir très peu de sens au final, puisque si on parle de l'espace atlantique, où s'arrête la zone sous influence britannique, la zone sous influence française ou portugaise ou espagnole, enfin voilà. Donc c'était juste pour rebondir sur ce que disait Elsa. Maryse fait partie des auteurs français, francophones, afro-caribéens que j'ai découverts à l'extérieur. J'ai découvert. Mais merci pour tout le monde. Oui. Vous êtes tous et toutes vraiment. Nous avons eu des idées intéressantes avec vous d'après vos expériences. Pourquoi la francophonie et la France? Nous pouvons faire une bibliothèque dans le 20e, par exemple, à Paris. Nous avons beaucoup de terrain libre et sera aussi pour la nouvelle génération. Ça, c'est très, très important pour la nouvelle génération. Et étudier pendant le programme
dans le cadre de programmes de collège, par exemple, et de secondaire, la vie de Maryse Condé. Je veux bien rêver qu'on peut faire une université à Maryse Condé, à Alexandrie, comme Léopold Senghor. Merci et à très bientôt, j'espère. Encore et encore. Merci beaucoup. Merci. Sur ça, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup à nos présentatrices. Merci.